Bonjour. Bonjour. D'abord, je remercie énormément vraiment d'avoir accepté ma proposition de présenter les ischémies artérielles aiguës du membre. D'abord, je me présente, je suis docteur Khaleda, maître de conférence au niveau de la faculté de médecine de Constantine et chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital Dr Jari Mokhtar, spécialisé dans la chirurgie des cardiaques et vasculaires. D'abord, Permettez-moi de vous dire un grand merci pour avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et sachez que c'est un honneur pour nous de vous recevoir ce jour. Je vous laisse la parole afin de poursuivre votre présentation. merci. Donc, les ischémies artérielles aiguës des membres se définissent comme l'arrêt brutal du flux artériel au niveau d'un segment du membre ou l'intégralité du membre, que ce soit le membre supérieur, inférieur ou les deux. Donc, les ischémies compromettent le pronostic fonctionnel du membre. On va voir après les conséquences de l'arrêt du flux artériel au niveau du membre. Donc, c'est la paralysie et même le pronostic vital en dehors de tout traitement urgent. Donc, c'est une urgence, c'est une pathologie qui compromet à la fois le pronostic fonctionnel du membre et le pronostic vital. Le diagnostic des ischémies aiguës est clinique, d'accord? Les examens complémentaires sont souvent peu de place et peuvent être préjudiciables, d'accord? Donc, on va voir dans cette présentation comment faire le diagnostic positif d'une ischémie aiguë et les examens complémentaires comme l'échodoppler n'est pas nécessaire pour confirmer le diagnostic. Il peut même retarder la prise en charge thérapeutique. Vous voyez ici dans cette diapositive un petit rappel anatomique sur la vascularisation du membre inférieur. On voit sur l'image de droite l'aorte abdominale avec ses deux branches, l'artère iliaque primitive droite et l'artère iliaque primitive gauche. L'artère iliaque primitive va se diviser en deux branches, externe et interne, d'accord? Iliaque externe qui va donner l'artère fémorale commune, qui va se diviser en deux branches, l'artère fémorale profonde et l'artère fémorale superficielle. L'artère fémorale superficielle, vous voyez ici sur l'image de gauche, va assurer la vascularisation au niveau de la jambe et des pieds en donnant l'artère tibiale antérieure, l'artère tibiale postérieure et l'artère interosseuse. Pour les l'étiologie principale, ce sont les causes emboliques. La première cause, c'est les ischémies aiguës du membre. L'origine cardiaque constitue l'étiologie principale et représente 90% des cas. Il faut savoir les étiologies, d'accord, pour savoir les prendre en charge après, puisque l'ischémie a une double prise en charge. D'abord, il faut traiter l'obstruction artérielle, il faut traiter l'étiologie pour éviter les récidives. D'accord? Quelles sont les causes cardiaques? On a les malades en ACFA. Comme vous savez tous, il y a les malades atteints d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire ont une stase au niveau atrial. D'accord? Cette stase auriculaire peut favoriser la formation du thrombus intra-auriculaire gauche. La migration de ces thrombus peuvent entraîner une ischémie au niveau du membre. Deuxième pathologie, ce sont les infarctus du myocarde. Comme vous savez tous, l'infarctus, il y a la mort d'une partie au niveau du myocarde, donc elle devient akinétique, donc elle devient une zone de stase. Donc il y aura la formation du thrombus en contact de la paroi myocardique nécrosée. Le détachement et la migration de ces thrombus peuvent se compliquer l'ischémie du membre. Les anévrismes cardiaques, comme vous savez tous que l'idième a des complications mécaniques, parmi les complications mécaniques, on a la formation des anévrismes cardiaques qui
qui se définissent comme une myocavité cardiaque, d'accord, secondaire à l'infarctus myocardique. Donc, il y a des turbulences au sein des anévrismes cardiaques et la formation du thrombus. La migration de ces thrombus peut entraîner une ischémie au niveau du membre. Les endocardites bactériennes, comme vous savez tous que les endocardites bactériennes peuvent se compliquer de formation de végétation au niveau des valves ou au niveau des parois cardiaques. D'accord? Le détachement d'un fragment ou d'une partie de ces végétations peuvent donner un tableau d'ischémie du membre. Et si vous recherchez dans le Google, j'ai publié quelques cas de malades opérés pour une ischémie du membre et dont l'enquête étiologique a révélé qu'il s'agit de végétation détachée des cavités cardiaques. Les myxomes, comme vous savez tous, c'est des tumeurs cardiaques bénignes les plus fréquentes dont le siège de prédilection se trouve dans l'oreille gauche. Donc le myxome, le détachement d'une partie ou de l'intégralité de cette tumeur bénigne cardiaque peut entraîner une ischémie du membre. Les thromboses des prothèses valvulaires cardiaques mécaniques, comme vous savez tous que les malades porteurs de prothèses mécaniques peuvent, si ces malades ne sont pas bien anticoagulés ou s'il y a une mauvaise observance du traitement anticoagulant, se compliquer de formation de thrombus au niveau des ailettes des prothèses cardiaques. Le détachement, soit spontané ou généralement lors de la fibrinolyse, peut entraîner la migration des thrombus au niveau du réseau artériel du membre et entraîner une ischémie du membre. L'origine extracardiaque est extrêmement rare et se voit dans 5 à 10% des cas. Par exemple, les anévrismes artériels. Comme vous savez tous, les anévrismes sont une dilatation avec perte de paralysme de la paroi artérielle. Les turbulences au sein du sac anévrismal peuvent favoriser la formation du thrombus et la migration secondaire de ces thrombus au niveau des réseaux artériels peut entraîner une ischémie du membre. Les lésions d'athérosclérose ulcérée ou végétante, les prothèses thrombosées, les embolies paradoxales. C'est quoi une embolie paradoxale? Elle se voit généralement chez les malades porteurs d'un foramen, d'une communication à l'étage atrial. Généralement, il s'agit d'une femme avec formation du thrombus au sein du réseau veineux profond du membre inférieur. La migration de ces thrombus par le biais de la veine cave inférieure au niveau de l'oreille droite, puis ce thrombus va gagner le cœur gauche, d'accord, à travers l'orifice qui se trouve au niveau du septum interatrial, des raisons pour lesquelles on parle d'embolie paradoxale. Donc, au lieu ce thrombus migre vers l'arbre pulmonaire et donner un tableau d'embolie pulmonaire, il va migrer vers le réseau artériel et donner un tableau d'ischémie du membre. Donc, on parle d'une embolie par ischémie d'origine embolique paradoxale. Les embolies septiques, généralement, c'est d'origine septique. Les complications d'un cathé artériel, généralement, se voient chez les enfants, les nouveau-nés, lors de la piqûre, donc l'infirmier ou le cadre paramédical, lorsqu'il réalise un cathé veineux, donc il peut traumatiser une artère et engendrer une plaie au niveau de l'intima qui va se compliquer secondairement d'une ischémie du membre. Tumeur de l'aorte, soit la tumeur elle est endoluminale, donc on a une obstruction totale de la lumière artérielle et arrêt de la perfusion au niveau du membre. Dans quelques cas, l'enquête étiologique sera négative. Dans ce cas-là, on parle de cause d'ischémie du membre idiopathique. Les deuxièmes étiologies, ce sont les thromboses. Les thromboses, c'est l'occlusion d'une artère athéromateuse secondaire à la rupture d'une plaque d'athérome. Donc, il y aura la formation du thrombus au niveau de la lumière artérielle, une obstruction avec arrêt du flux à l'intérieur. Les thromboses d'anévrisme, donc les anévrismes, on a déjà parlé de ça. Donc, l'augmentation de la taille du thrombus au sein du sac anévrismal jusqu'à l'oblituration complète de l'anévrisme. Les thromboses des pontages, ce sont les malades atteints d'une artériopathie obliturante traitée chirurgicalement par des ponts.
Par exemple, un pontage fumo-poplité par le biais d'une veine saphène inversée ou par une prothèse en Dacron. Ce pont va se thromboser, d'accord? Donc, les thrombus qui se trouvent au sein de ce pont peuvent engendrer une ischémie après migration. Il y a également les causes médicamenteuses. Suite à l'injection de drogues vasoconstrictives, c'est-à-dire lorsqu'on fait une injection d'adrénaline ou vasoconstriction, un autre vasoconstricteur comme la noradrénaline en plein lumière artérielle. Donc, une vasoconstriction va engendrer un arrêt brutal du flux au niveau de l'artère où on a fait l'injection. Les produits sclérosants veineux, ce sont des produits utilisés pour le traitement des varicosités veineuses chez la femme. D'accord? Une fois le manipulateur ou le chirurgien injecte, au lieu d'injecter au niveau de la veine, il va injecter au sein de l'artère. Donc, il y aura une sclérose artérielle et arrêt brutal du flux au sein de la lumière artérielle. Également, les barbituriques, également par voie injectable, qui sont injectés au niveau artériel. Compression extrinsèque. J'ai vu quelques cas de malades opérés pour le milieu du sein ou des tumeurs ou des cas de milieu pulmonaire avec compression de l'artère axillaire. D'accord? Donc, c'est les masses la compression extrinsèque de l'artère axillaire. C'est des malades qui nous viennent pour ischémie du membre. D'accord? Dans ce cas-là, on les oriente pour la prise en charge thérapeutique initiale. Donc, c'est un carcinom pulmonaire, il faut faire une ablation de la masse, d'accord? Pour lever l'obstacle, d'accord? Les états d'hypercoagulabilité sanguine se voient dans les syndromes myéloprophylactiques, les néoplasies, les malades atteints de maladies de système, comme les déficits érythémateux aiguë disséminés, ainsi que les déficits en facteurs d'hémostase, comme l'antithrombine 3, la protéine C et la protéine S. D'accord? Donc, il faut toujours faire une enquête étiologique approfondie pour détecter l'étiologie afin d'éviter les récidives. Les cas particuliers, les causes traumatiques, la plaie artérielle peut être franche, la solution de continuité intéressant les trois couches artérielles, l'intima média adventice, elle peut être concluse. C'est surtout dans les accidents de la voie publique et de la circulation. Par exemple, si on a reçu des malades victimes d'agressions par arme blanche avec section totale de l'artère lumérale, dans ce cas-là, il faut traiter le malade, il faut rétablir la continuité artérielle au bloc opératoire, d'accord? La dissection aortique, comme vous savez, la dissection aortique est parmi les urgences cardiaques absolues qui se définissent comme une plie au niveau de l'intima avec des fluides au niveau de la paroi aortique et formation de deux chenaux, vrai et faux chenal, d'accord? Donc, le flap qui sépare le vrai du faux chenal peut entraîner une ischémie du membre, d'accord? En obstruant la lumière artérielle, par exemple, une obstruction au niveau de l'artère iliaque, d'accord? Dans ce cas-là, on parle d'une ischémie statique, d'accord? Ou dynamique lorsque le faux chenal comprime le vrai chenal. Dans ce cas-là, on parle d'une ischémie dynamique. Donc, quelles sont les conséquences physiopathologiques des ischémies du membre? Donc, on a une hypoperfusion, un arrêt de perfusion au niveau du membre. La gravité de l'hypoperfusion dépend de quatre paramètres. Il faut les avoir en tête. La circulation collatérale. Généralement, les sujets jeunes n'ont pas de circulation collatérale, donc ils souffrent plus qu'un sujet plus âgé qui a une circulation collatérale. La pression artérielle systémique, plus on a des chiffres tensionnels élevés, moins les cas d'ischémie, les moins symptomatiques, d'accord? La qualité du réseau artériel d'aval. Généralement, les malades diabétiques ou les artériopathes ont un mauvais réseau artériel d'aval et l'affection causale. Donc, il faut toujours chercher l'étiologie, d'accord? C'est pas comme une dissection aortique, comme une cause traumatique ou une cause embolique, d'accord? La tolérance à l'ischémie des différents tissus est variable. Comme vous savez tous que les nerfs ont une tolérance de 2 heures et les muscles ont une tolérance qui varie entre 6 et 12 heures et la peau a une tolérance qui est entre 24 et 48 heures. Donc, l'ischémie aiguë entraîne le passage vers le métabolisme anaérobique
cas de des conséquences bénéfiques et des conséquences néfastes. Pour les conséquences bénéfiques, on a une préservation de la viabilité du membre, donc le membre peut continuer à produire de l'énergie, d'accord? Les conséquences néfastes, on a la formation des métabolites toxiques, comme la myoglobine, on va voir dans ses conséquences au niveau rénal, là, qui peut entraîner une insuffisance rénale, les radicaux libres qui sont très toxiques, qui peuvent entraîner des troubles du rythme. Le potassium, il peut entraîner un arrêt cardiaque par repolarisation et l'acide lactique qui sont très toxiques. Les conséquences de l'ischémie, on a double conséquence, les conséquences locales et les conséquences générales. Les conséquences locales sont liées à l'anoxie musculaire qui va entraîner une vasodilatation capillaire. La vasodilatation capillaire va entraîner l'apparition d'un œdème interstitiel, d'accord? L'œdème interstitiel va favoriser la stase veineuse et lymphatique. Et la stase veineuse et lymphatique va entraîner également, et par conséquent, l'augmentation de l'œdème interstitiel et l'aggravation de la stase veineuse et lymphatique. Les conséquences générales, il faut les avoir en tête, c'est le choc hypovolimique lié au passage du liquide vers l'interstitium. On a déjà parlé de ça dans les conséquences locales. Et le passage des métabolites toxiques qu'on a déjà parlé. L'hypercalémie va entraîner des troubles cardiaques. Généralement, c'est l'arrêt cardiaque par hyperpolarisation. La myoglobine et la myoglobine, le passage au niveau de la myoglobine suite à la nécrose musculaire va entraîner une insuffisance rénale liée au dépôt de ces molécules, des grosses molécules au niveau rénal. L'acidose métabolique entraîne une défaillance multiviscérale, rein, foie, cœur, poumon, etc. Et les radicaux libres qui sont très toxiques entraînent une destruction tissulaire avec libération des cataboliques. Donc, comment faire le diagnostic positif? Il faut d'abord reconnaître l'ischémie aiguë, reconnaître la topographie de l'obstruction artérielle, d'accord? Reconnaître le mécanisme de l'obstruction artérielle pour savoir traiter l'étiologie et reconnaître la gravité de l'obstruction artérielle, d'accord? Comment reconnaître l'ischémie aiguë? D'abord l'interrogatoire. Il faut préciser l'heure de début, d'accord, pour savoir calculer la durée de l'ischémie. On va voir dans la classification des ischémies ou les stades évolutifs, il y a les ischémies dépassées, d'accord? Ischémie dépassée, le chirurgien vasculaire ne pourra rien faire pour le malade. Il ne fera que adresser le malade vers l'orthopédie pour amputation, puisqu'ischémie a évolué, elle est arrivée au stade d'ischémie dépassé. Le stade d'ischémie dépassé, c'est la paralysie à la fois sensitive et motrice du membre, d'accord? La hauteur du territoire douloureux et impotent, est-ce que uniquement le pied ou la jambe qui est douloureux et impotent, est-ce que les jambes et la cuisse qui sont impotents et douloureux? L'âge du patient, est-ce qu'on est devant un patient jeune ou un patient âgé? D'accord, généralement, les patients âgés supportent pas mieux que les jeunes les ischémies du membre, vu le développement de la circulation collatérale chez cette population. Les antécédents de cardiopathie potentiellement emboligène avec ou son évolution récente et son traitement, il faut toujours rechercher ce qu'il y a une cardiopathie sous-jacente. Il faut savoir la traiter, puisqu'une fois cette cardiopathie est maîtrisée et très correctement traitée, dans ce cas-là, il n'y a pas un risque de récidive, d'accord? Ou d'autres accidents emboliques qui peuvent être fatals pour le malade. Des antécédents cardiovasculaires, est-ce que le malade a déjà fait des AVC, des AEI, des anévrismes, est-ce qu'il est hypertendu? Ou comme on a déjà parlé de l'ischémie par embolie paradoxale, est-ce que le malade a fait une maladie thromboembolique veineuse? Il faut rechercher les autres circonstances cliniques comme notion de traumatisme, intervention chirurgicale, puisqu'en post-opératoire, il y a une hypercoagulabilité post-opératoire physiologique, d'accord? Et donc pour laquelle on met toujours les malades sous traitement scolytique. D'accord? Le début, est-ce qu'il est brutal? Est-ce qu'il est progressif? D'accord? Généralement, les ischémies d'origine embolique, le début est brutal.
d'origine thrombotique, l'évolution est le début et est progressif. Disparition des peaux périphériques. N'hésitez pas à faire la palpation comparative et bilatérale au niveau des deux membres, d'accord, pour savoir les tâches dans lesquelles le pouls il est absent. La douleur spontanée, elle est intense, accompagnée d'une impotence fonctionnelle du membre. Pourquoi le membre devient impotent? Puisqu'il est éligué, donc pas de fabrication de l'énergie, donc il devient impotent. Le membre apparaît livide, froid, donc il est non perfusés et les veines superficielles sont collabées. On voit les veines qui sont complètement plates. D'accord? Il faut toujours examiner les veines superficielles du membre en ischémie. Les troubles de la sensibilité, est-ce que le malade sent? Non, non. La motricité, on lui demande de bouger les orteils, les pieds, la jambe, etc. Et le degré et l'intensité de cette sensibilité et de la motricité. L'examen général, il faut faire l'auscultation cardiaque à la recherche d'une arythmie, une valvulopathie sous-jacente. On a, parmi les circonstances de découverte des valvulopathies, ce sont les ischémies du membre. D'accord? Auscultation pulmonaire au niveau des deux champs pulmonaires, palpation des autres artères périphériques, à la recherche d'une maladie athéromateuse, donc pas uniquement une atteinte au niveau des membres inférieurs, mais également les membres supérieurs, voire même l'artère carotidienne. Mesure de la pression artérielle. Est-ce que je suis devant un malade hypertendu? Peut-être qu'il a fait une dissection optique, etc. Rechercher un éventuel déséquilibre hémodynamique. Généralement, les malades porteurs d'une artériopathie obliquante du membre inférieur, donc par exemple une hypotension, peut favoriser la stase au niveau des artères déjà malades, sténosées, d'accord? Et ça favorise la formation des thrombus au niveau des zones sténosées. On cherche une autre cause, une autre embolie associée. Surtout les malades porteurs d'une ACFA ou les malades porteurs de tumeurs cardiaques ou les malades ayant un thrombus intraventriculaire peuvent faire de multiples accidents emboliques au niveau du membre supérieur, inférieur, voire même infarctus digestif et des AVC ou AIT. Auscultation des axes artériels du membre, de l'abdomen et du cou à la recherche d'un souffle éventuel. Pourquoi on a un souffle? Puisque lié à la sténose d'origine antéromateuse. Deuxième partie du diagnostic, c'est de connaître la topographie de l'obstruction. Si on a une obliteration artérielle aiguë à l'étage fémoral et poplité, on a donc un tableau d'ischémie distale de la jambe et du pied. Dans ce cas-là, le malade endo, il a la froideur se localise au niveau du pied, au niveau de la jambe, ainsi que la douleur et l'impotence. Si on a une obliteration antérieure plus haute, à l'étage iliaque fémoral, l'ischémie de la jambe peut atteindre la cuisse. On a vu des malades avec une obliteration aiguë du carrefour aortique. Elle constitue une urgence vitale caractérisée par une ischémie bilatérale. Donc, c'est des malades qui nous viennent à la consultation pour une ischémie au niveau des deux membres inférieurs. D'accord? Paralysie sensitivo-motrice pouvant donner le tableau d'une paraplégie. Si on examine de façon bilatérale et symétrique, les deux pouls fémoraux sont absents au niveau des deux triangles du Scarpa et les six généraux sont souvent au premier plan avec au maximum un collapsus cardiovasculaire. Vous voyez dans cette diapositive une comparaison entre une ischémie d'origine embolique et une ischémie d'origine thrombotique. D'accord? Vous voyez la différence entre l'âge. L'embolie se voit beaucoup plus chez les sujets âgés, plutôt jeunes, et les causes thrombotiques se voient beaucoup plus chez les sujets âgés. L'apparition elle est brutale pour la première colonne et progressive ou rapide pour la deuxième colonne. La douleur, elle est aiguë pour la cause embolique, elle est sévère à modérée vers les causes thrombotiques. Pourquoi? Généralement, c'est des sujets âgés dont la situation collatérale au niveau du membre inférieur, elle est déjà développée. La température cutanée, elle est fortement diminuée, donc le membre, il est glacé, extrêmement froid, mais vu la présence de circulation collatérale dans les causes thrombotiques, la température, elle est diminuée de façon inégale selon le développement de la circulation collatérale. Les anomalies cardiaques sont présentes dans les causes emboliques, absentes dans les causes thrombotiques. D'accord? Quels sont les facteurs favorisants? Dans la première colonne, c'est le passage en ACFA, surtout les ACFA paroxystiques,
Et pour les causes thrombotiques, on a le bas débit cardiaque et l'hyperviscosité sanguine. Le bas débit cardiaque, on a déjà parlé de ça. Le malade peut faire un bas débit cardiaque, une hypoperfusion, une hypotension, donc ça favorise la formation des thrombus au niveau des zones malades sténotées. Pour l'hyperviscosité sanguine, généralement, il y a des malades qui ne savent pas qu'ils sont atteints d'une artériopathie, donc ils ne prennent pas un traitement anticoagulant, ou ce sont des malades déjà mis par le médecin traitant sous traitement anticoagulant, mais c'est des malades indisciplinés qui sautent la prise en charge, la prise de médicaments anticoagulants ou qui prennent les médicaments anticoagulants, mais ils ne font pas une bonne observance ou un bon contrôle de l'INR et le TP. L'artériographie, si on réalise une artériographie, on note dans les cas emboliques un arrêt en pupille, mais dans les cas thrombotiques, vu que c'est généralement des malades atteints d'une artériopathie artérielle, on trouve des lésions ulcérées de l'aorte avec des signes d'athérosclérose diffuse et des arrêts irréguliers au niveau de l'axe artériel des membres inférieurs. Donc, une fois le diagnostic, une fois le médecin traitant confirmé le diagnostic d'une ischémie aiguë, il a déterminé le niveau de l'obstruction. Donc, il faut qu'il reconnaisse la gravité de l'obstruction. Il y a à Rutherford qui a mis une classification qui distingue trois stades de gravité croissante en fonction de l'évolution de l'ischémie. D'accord? Pour le stade 1, le membre est viable. Cliniquement, on a un membre pâle, froid, non douloureux, avec absence de troubles sensitifs ou moteurs. Donc, l'examen neurologique, il est négatif. Si on réalise un Doppler à ce stade, le flux artériel est audible. Le traitement, il faut faire une revascularisation et mettre le malade sous traitement anticoagulant. Le deuxième stade, c'est le stade d'ischémie modérée. Donc, c'est le malade, c'est le chirurgien intervient précocement. Donc, c'est une ischémie réversible en cas de répercussion. Le membre, il est douloureux, il est froid, ferme, sans rigidité. On a deux stades, donc 2A et 2B. 2A, ischémie discrètement menaçante. Le malade commence à faire des troubles neurologiques limités au niveau des artères, il n'est pas absent de troubles moteurs. Donc, commence à faire des troubles sensitifs sans faire des troubles moteurs. Pour le 2B, c'est l'ischémie immédiatement menaçante. Le malade a des douleurs de repos avec l'anesthésie au-dessus des artères et des troubles moteurs. Donc, au deuxième stade de B, il commence à faire les troubles moteurs, soit type de parésie ou de paralysie. Le flux artériel il est inaudible si on fait un Doppler artériel, mais le malade garde toujours un flux veineux. Dans ce cas-là, il faut faire une prise en charge urgente par une revascularisation urgente avec mise du malade sous traitement psychologique. Le dernier stade, c'est le stade d'ischémie dépassée, c'est l'ischémie sévère. L'ischémie est irréversible. Dans ce cas-là, si on fait un examen clinique, on trouve qu'il y a une rigidité musculaire, pardon, la peau elle est bleutée et marbrée, douleur importante, une anesthésie, paralysie au-dessus du pied avec absence de remplissage capillaire. Donc, si on réalise un Doppler artériel, il n'y a aucun flux ni artériel ni veineux à l'examen Doppler. Pour la prise en charge thérapeutique, le malade n'a qu'à faire une amputation dans le plus tôt possible. D'accord? Aucun geste de revascularisation ne permet de rétablir le flux. Et c'est dangereux de faire un rétablissement une revascularisation en ce stade, puisque l'importance des métabolites libérés au niveau de la circulation du membre en ischémie, elle est importante. Une fois on fait la levée de l'obstacle artériel, le malade peut faire un arrêt brutal, d'accord? Mais sans gain pour le membre, puisque le membre il est mort, il est en ischémie dépassée, et on est devant un membre en paralysie à la fois sensitif et moteur. Donc, une fois le diagnostic positif à poser, on a déterminé le niveau, on a évalué le stade, on a trouvé le stade de l'ischémie, 1, 2, 2A, 2B ou 3. Donc, il faut faire le diagnostic différentiel. Il faut éliminer certaines pathologies comme l'ischémie critique.
L'ischémie critique, c'est le stade 3 et 4 de la classification de Lorich pour les malades atteints d'une artériopathie obturante du membre inférieur. Vous savez que le stade 1, c'est l'abolition du pouls. Le stade 2, c'est la claudication intermittente du membre. Le stade 3 et 4, 3, c'est la douleur au repos. Et le stade 4, le dernier stade, c'est l'apparition des troubles trophiques. Cette classification intéresse les malades atteints d'une artériopathie obstructive du membre inférieur. Et le stade 3 et 4 représentent les malades en ischémie critique, c'est-à-dire les malades ayant une douleur au niveau du membre qui dépasse 15 jours. Thrombose veineuse profonde. Dans les thromboses veineuses profondes, il faut chercher le terrain. Généralement, c'est des femmes, d'accord, ou les malades en post-op, surtout après chirurgie traumatologique orthopédique. D'accord, le membre il est tuméfié, il est chaud, d'accord. C'est pas comme dans l'ischémie où le membre il est froid. Cet algé aigu, donc c'est un conflit neurologique intervertébral, d'accord. On trouve une douleur au niveau de la partie postérieure du membre inférieur. Lésions musculaires généralement post-traumatiques ou les malades en état de choc cardiogénique, septique, etc. Dans ce cas-là, le contexte qui permet d'orienter vers le tableau d'état de choc. Donc, une fois qu'on fait le diagnostic, on passe à la prise en charge thérapeutique. Donc, on a l'ischémie aiguë, c'est une urgence à la fois médicale et chirurgicale. Le traitement médical, il faut décoaguler le malade, il faut administrer les anticoagulants. D'abord, c'est l'héparinothérapie, d'accord? Instaurée dès le diagnostic il est posé. Pourquoi on donne l'héparine à ces malades? Pour éviter l'extension du thrombus. Pourquoi? Puisqu'on est devant un membre en ischémie, d'accord? Donc, il y a une stase en aval du thrombus ou de l'embole, d'accord? Donc, afin d'éviter l'extension du thrombus en aval et en amont de l'obturation. La posologie le standard, il faut administrer 50 mg en bolus par voie intraveineuse, puis on donne en fonction du poids 1 à 5 mg par kilo par 24 heures à la seringue électrique, adaptée en fonction du valeur de TCA. Donc, il faut les pariner administrés pour avoir la zone thérapeutique. On contrôle par le TCA, d'accord? Il faut avoir 2 fois le témoin. Traitement par les antivitamines K, généralement on met les malades sous syndrome si la cause persiste ou elle est inconnue, d'accord? Généralement chez les malades en artériopathie, ou là, les malades en ACFA, ou, là, ou les malades ayant un thrombus intraventriculaire gauche, d'accord? Il faut mettre les malades sous syndrome. Lutte contre la douleur, puisque les malades souffrent, donc il faut administrer les antalgiques majeurs comme la morphine. Il y a également des mesures d'ordre général, comme la correction d'anomalies de la casse sanguine. Si le malade, on va faire un bilan général. Si le malade en anémie, il faut le transfuser. La perfusion de macromolécules, puisqu'on a déjà parlé du passage du liquide vers l'intersection. Donc, il faut administrer les macromolécules. L'établissement d'une bonne hémodynamique cardiaque pour corriger les troubles de rythme. Si le malade a fait un passage en ACFA ou une tachycardie, il faut rétablir un rythme correct. Traitement d'embalie cardiaque, de mettre le malade sous dobutamine, voire même l'adrénaline, c'est l'embalie cardiaque. Traitement de l'hypercalémie par les solutés de bicarbonate, voire même par la dialyse. Traitement de l'acidose métabolique en administrant des solutés de bicarbonate avant la revascularisation. Donc, il faut éviter l'atteinte rénale par un remplissage adéquat. Faire administrer des antibiotiques à l'âge spectre dans les anaérobies, dans les ischémies évoluées. Dans les ischémies évoluées, il y a apparition des troubles trophiques avec ulcération, donc risque euh, d'infection par des germes anaérobies. Il faut toujours mettre le malade sous surveillance clinique, biologique et radiologique. Clinique, c'est surtout l'hémodynamique, les pressions artérielles, la fréquence cardiaque, la BURS, l'immunogramme sanguin et urinaire et une gazométrie artérielle. Pour les fibrinolytiques, peuvent être administrés par voie générale ou locale. Par voie générale, il faut respecter les contre-indications absolues et relatives, comme les femmes, par exemple, les femmes enceintes,
un AVC récent, un trauma crânien récent, une intervention chirurgicale récente, une ulcère gastrique évolutive ou une rétinopathie diabétique. D'accord? Si on fait l'administration, par exemple, de l'héroquinase par voie générale chez un malade qui a atteint d'une rétinopathie diabétique, il y a un risque de cécité. D'accord? C'est la raison pour laquelle il faut respecter ces contre-indications absolues et relatives de ces molécules. Actuellement, avec le développement du cathétérisme et de la radiologie interventionnelle, on peut administrer ces substances par voie locale, c'est-à-dire un cathé monté au niveau de la lumière artérielle là où l'artère est bouchée. On fait l'administration locale, comme dans les EDM, d'accord, les infarctus myocardiques. Actuellement, les centres spécialisés peuvent faire la pulmonolyse locale, d'accord, en injectant directement le thrombolytique au sein de l'artère obstruée, d'accord. Pour les indications des pulmonolytiques, c'est les ischémies aiguës non sensitivomotrices par thrombose récente d'implantage prothétique, d'accord. Les molécules utilisées, il faut les avoir en tête, la streptokinase, l'héroquinase, et chaque molécule a ses modalités d'administration avec la durée d'administration, ainsi que les indications et les contre-indications. On passe au traitement chirurgical, donc c'est l'embolectomie à la sonde de Fogarty. Dans ce cas-là, le chirurgien vasculaire ou le chirurgien général peut réaliser ce geste qui est un geste très simple. C'est l'embolectomie. Embolectomie signifie c'est l'embolablation d'un embole à l'aide d'une sonde de Fogarty. Je vais vous montrer dans la diapositive prochaine, c'est quoi une sonde de Fogarty. C'est un cathé muni en distalité ou à son extrémité d'un ballonnet gonflable, permet une revascularisation artérielle rapide. Vous voyez ici l'ischémie au niveau du membre à l'intérieur. Donc, le chirurgien vasculaire il va aborder le tri de Scarpa du membre en ischémie. Il va contrôler l'artère fémorale commune par un lac, l'artère fémorale profonde et l'artère fémorale superficielle. D'accord? Une fois contrôlé, il va réaliser une petite incision au niveau horizontal au niveau de l'artère fémorale, en amont de la bifurcation fémorale. D'accord? Puis il va introduire cette sonde, un cathé. D'accord? C'est le son de Fogarty, d'accord? Lumière distalité d'un ballonnet, d'accord? Puis il va gonfler progressivement ce ballonnet en fonction de la taille de ce ballonnet, de 3, 4, 5, 7 tranches, d'accord? Puis il va retirer doucement le cathé jusqu'à la sortie du thrombus, d'accord? Une fois terminé, il va fermer cette incision, il va purger l'artère et déclencher. Il vérifie le rétablissement du flux au niveau de l'artère. Mais elle est très dangereuse, surtout chez les malades porteurs de sténose artérielle, d'accord? Donc, l'embolectomie est très intéressante dans les malades ayant un axe artériel sain, d'accord? Une autre technique, c'est la thromboaspiration. Thrombo signifie le thrombus, aspiration, aspirer un thrombus qui se trouve au sein de la lumière intérieure. D'accord? Les indications suite les occlusions à l'étage fémoro-occulté, partie terminale de la fémorale superficielle et le trépied fémoral se voient dans les ischémies récentes évoluant de moins de 10 jours, courte, inférieure à 15 cm sur la tracelle pathologique. Dans ce cas-là, le chirurgien vasculaire peut aspirer directement le thrombus. Il y a également d'autres méthodes, c'est en fonction du contexte et le terrain. C'est les potages artériels en urgence sont indiqués en première intention, dans certains cas de thrombose sur artère pathologique, ou en deuxième temps, après la réalisation des techniques endovasculaires. La réalisation de ces pontages nécessite un axe d'honneur et un axe receveur avec un axe ami d'aval et satisfaisant. Par exemple, si on fait un pontage tumoro-compliqué, donc la partie proximale sera anastomosée au niveau de l'artère tumorale et la partie distale sera confectionnée au niveau de l'artère compliquée. Dans ce cas-là, le montage radin sera nommé pontage tumoro-compliqué, d'accord? Il se fait généralement dans les sténoses au niveau de l'artère fémorale superficielle. Donc, le trajet peut être anatomique ou extra-anatomique, d'accord? Anatomique, si le pont suit le trajet de l'artère. Extra-anatomique, c'est on fait un pontage
d'accord, fémoral, d'accord, c'est des extra-anatomiques. Les matériaux utilisés, soit des veins, des prothèses d'aplomb, en fonction de la disponibilité du matériel et en fonction des centres et des habitudes des chirurgiens. Donc, on peut réaliser d'autres gestes associés, des aponeurotomies. Moi, j'ai opéré des malades qui ont développé des syndromes de loge en post-opératoire. On était dans l'obligation de réaliser, malgré le risque sceptique de ce geste, les aponeurotomies, de faire des aponeurotomies de décharge pour diminuer la pression dans le compartiment musculaire et améliorer la circulation distale en ouvrant les loges sous-fibres. Le lavage du membre ischémique sensitivement motrice, vu tardivement où l'ischémie du territoire est très importante, surtout le carrefour aortique, d'accord, c'est pas un lavage du membre. Donc, le chirurgien, une fois avoir fait l'ablation du matériel ayant entraîné une obstruction artérielle, il va laver le membre. Pourquoi on fait le lavage? Pour se débarrasser des catabolites dont on a déjà parlé de ça. Le potassium, la myoglobine, l'acide lactique, etc. D'accord, il va laver par le biais du sérum. Donc, il va injecter du sérum au niveau de la ligne artérielle qui va passer et chasser les catabolites qui se trouvent au niveau du compartiment veineux du membre ischémique. Et puis, il va aspirer le contenu des veines à l'aide d'une aspiration après avoir réalisé une petite vénotomie, d'accord? Puis, il va suturer les veines et l'artère et rétablir le flux à la fois au niveau artériel et veineux, d'accord? Dans ce cas-là, il n'y aura pas de substances toxiques qui vont passer dans la situation générale. Pourquoi dans les ischémies sensitifo-motrices, c'est des ischémies donc évoluées dans le temps, donc la quantité produite par le membre en ischémie de substances toxiques est importante, ou dans les ischémies du carrefour aortique, dans ce cas-là, même si elle n'est pas évoluée, l'important, on a les deux membres inférieurs qui sont en ischémie, donc il y aura une grande quantité de substances toxiques produites, même dans un petit temps d'ischémie, d'accord? Dans ce cas-là, le chirurgien est dans l'obligation de réaliser un lavage du membre. L'amputation, c'est un geste réalisé dans les ischémies dépassées en paralysie sensitivement motrice, doit parfois être réalisé d'emblée lorsqu'il existe une ischémie dépassée. On reçoit, malheureusement, on continue à recevoir, surtout dans les centres de la périphérie, d'accord, des malades ayant fait un retard dans la prise en charge, que ce soit diagnostique ou thérapeutique, des malades en ischémie dépassée. En conclusion, les ischémies aiguës constituent une urgence à la fois médicale et chirurgicale. Le diagnostic est purement clinique. D'accord? Le pronostic vital et fonctionnel dépend de la précocité diagnostique et thérapeutique. Il ne faut pas tarder à demander des examens complémentaires. Le diagnostic, il est facile. C'est la clinique. Il ne faut pas perdre le temps à faire un écho, ou à chercher un radiologue pour vous réaliser un écho Doppler artériel. D'accord? Il faut confirmer le diagnostic. Une fois vous avez confirmé le diagnostic cliniquement, il faut adresser le malade vers le centre de chirurgie vasculaire le plus proche pour la réalisation d'une désobstruction artérielle. Ils sont obligés de mettre le malade sous traitement anticoagulant pour éviter l'extension du thrombus en aval de la zone obstruée. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions, je pense? Merci beaucoup à vous, professeur, pour ce très bon enseignement. Nous allons passer, comme vous l'avez déjà annoncé, à la deuxième partie de la phase des questions-réponses. Et pour ce faire, je vais demander aux collègues en ligne si vous aviez des questions, des préoccupations ou même encore des apports par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Il suffira de lever la main et la parole vous sera accordée. Merci.
Je ne vois pas encore de main levée. Même si j'en espérais, ne serait-ce que pour nous dire bonne année, j'en ai pas encore de main levée. Oui, Monsieur Ali, vous avez la parole. D'accord, bonjour. Bonjour, merci de vous Oui, présenter. d'accord, bonjour, docteur Bassino. Moi, je suis le docteur Ali Moussa. Donc, je suis nigérien. En même temps, j'étudie ici au Burkina. Nous remercions aussi notre enseignant pour ce thème vraiment qui est riche en enseignement et avec beaucoup de formations en continu que nous avons appris. Je voulais savoir maintenant si le patient est présent, il a une ischémie et qu'il a des embolies pulmonaires, en même temps il est diabétique. Quelle sera sa prise en charge? Là, on sait que le pronostic est vraiment sévère, donc je ne sais pas quelle sera sa prise en charge. Oui, oui. Et merci aussi, bonne année à tous. Merci, docteur Ali. Bonne année à vous aussi. Je vais laisser la parole au professeur afin de répondre à votre préoccupation. Merci donc de supprimer votre levée de main. Est-ce qu'il y a une question? Oui, je ne sais pas si vous avez entendu la question du docteur Ali. Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce qu'il peut répéter sa question? D'accord. Docteur Ali, voudriez-vous bien répéter votre question? Ok, merci pour ça. Et ma question était, un patient qui a des comorbidités, le diabète, dont le diabète est instable, en même temps il a une ischémie. Et là aussi, l'embolie pulmonaire qui vient d'être confirmée chez lui, quelle sera sa prise en charge, sachant que ce sont déjà, c'est une gravité, quoi, chez ce patient. Le pronostic est très grave chez ce patient. Merci. Professeur, avez-vous entendu la question du docteur? Pour les malades ayant une ischémie au niveau du membre avec une embolie pulmonaire, c'est l'embolie pulmonaire qui prime, d'accord? Il faut la traiter le plus tôt possible, d'accord? Et surtout si l'embolie, elle est massive, d'accord? On peut même traiter chirurgicalement une embolie pulmonaire, d'accord? Surtout si elle est massive, on a un thrombus volumineux qui obstrue le tronc de l'artère pulmonaire, d'accord? Et puis, faire un traitement concomitant de l'ischémie artérielle, d'accord? En même temps, au bloc opératoire. Je ne sais pas si le docteur Ali a eu la réponse à sa question. Oui, 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 merci beaucoup, vraiment. Ok, merci à vous aussi. Merci de fermer votre micro. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations en attente. On va attendre encore. Oui, docteur Aounsou Riki du Togo. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Merci pour la parole. Bonjour, docteur Fassinou. La voix, Merci. monsieur, je vous entends mal. OK. Bonjour, docteur Fassinou. Bonjour, à tous. Merci beaucoup, professeur Ouda, pour la présentation qui a été vraiment enrichissante. Moi, je suis à Honsou, Riki, je suis médecin au Togo et c'était vraiment avec un grand plaisir que j'ai suivi cet enseignement. Alors, ma première question, c'est sur le lavage des membres. Je voudrais bien mieux comprendre le principe et, les risques que ça peut entraîner. Et en deuxième lieu, par rapport à la fibrinolyse par voie générale,
Bon, en cas de faux, de, de, comment on appelle ça, de cathétérisme régional, qui ne peut pas permettre de faire une fibrinolyse régionale. Est-ce que c'est prudent de faire la fibrinolyse par voie générale ou carrément on laisse? Merci beaucoup. Pour le lavage de membres, il est systématique dans les ischémies sensitivo-motrices, c'est-à-dire vues tardivement, d'accord? On a déjà parlé de ça, puisque la quantité de catabolites produite par le membre en ischémie, elle est importante. Il faut laver le membre, d'accord? Ou dans les ischémies du carrefour aortique, puisque le territoire en ischémie il est important. Les deux membres inférieurs, les tissus des deux membres inférieurs souffrent de l'ischémie, donc ils vont produire beaucoup de catabolites qui sont toxiques pour. Le geste de lavage du membre il est extrêmement facile. Une fois que vous avez levé l'obstacle artériel, donc le chirurgien va faire un lavage. C'est quoi le lavage? Il va injecter du sérum bicarbonaté de façon abondante au niveau de la lumière artérielle. Donc ce sérum, il va passer où? Il va chasser le sang avec les catabolites toxiques qui se trouvent dans les veines des membres inférieurs ou du membre en ischémie, d'accord? Puis, comment il va récupérer ces. Il faut qu'il réalise une ouverture veineuse après une vénotomie il va aspirer le contenu toxique, d'accord, qui se trouve au niveau du veine. D'accord? Pour la deuxième question, je n'ai pas bien entendu votre deuxième question. OK. Pour la deuxième question, c'est par rapport à la fibrinolyse par voie générale. La Je me fibrinolyse, oui. Par voie générale, est-ce qu'en cas de défaut de matériel pour faire le cathétérisme loco-régional, pour faire la fibrinolyse locale, est-ce qu'on peut aller par voie générale ou bien à cause du risque de l'hémorragie généralisée, il faut le faire? La fibrinolyse par voie générale, elle a des indications, des contre-indications. On ne peut pas la réaliser dans n'importe quel. Il faut des centres spécialisés d'accord, il faut des gens qui sachent les contre-indications les absolues et relatives de ces molécules. Pour la fibrinolyse locale, il faut des centres hyper spécialisés. C'est généralement des centres spécialisés en chirurgie vasculaire, comme chez nous en Algérie. On a un seul centre qui fait ça, c'est à Oran. D'accord? C'est des services spécialisés en chirurgie vasculaire interventionnelle. Donc, il faut des cardiologues ou des chirurgiens vasculaires qui savent manipuler les cathéters pour diriger ces cathéters vers le siège exact de l'obstruction artérielle et injecter les rokinases ou septokinases qui sont des substances très toxiques, surtout ces substances sont utilisées par voie générale. Raison pour laquelle on ne peut pas utiliser ces substances chez n'importe quel patient, chez les malades dans les contre-indications absolues, chez les malades ayant un ulcère gastrique, rétinopathie diabétique, un trauma thoracique, un AVC récent, etc. Une femme enceinte. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, oui, ça me va. Merci beaucoup, professeur. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en attente. Si on n'a pas, OK. J'ai vu une main levée IB. Alors, bonjour, professeur. Bonjour. Et merci pour la présentation. Je suis Ibrahim Badarou, je suis médecin au Bénin. J'ai une question par rapport au traitement post-chirurgical. C'est-à-dire, est-ce que, après le traitement chirurgical, est-ce qu'il faut associer des mesures d'acnésie-thérapie
pour pouvoir avoir quand même une récupération du membre. Parce que j'aimerais aussi poser ma question. J'ai une deuxième question. Au cas où on associe la kinésithérapie, après combien de temps comme ça ces patients récupèrent de leurs troubles sensitivo-moteurs? Merci. Je vais commencer par la deuxième question. Généralement, les malades, euh, après l'intervention chirurgicale de revascularisation, on les adresse au cardiologue pour faire une enquête étiologique. Donc, ça dépend de l'étiologie. L'évolution post-opératoire dépend de l'étiologie, d'accord? On a des malades qui ont fait une récidive. On les a opérés pour une ischémie, ça récidive. Mais après, on a trouvé dans l'enquête étiologique qu'il s'agit d'un thrombus. Dans ce cas-là, c'est des malades qui ont été opérés dans un deuxième temps pour un thrombus intra-auriculaire, d'accord? Donc, ça dépend de l'étiologie, l'évolution. Et on a opéré des malades qui sortent le même jour opératoire, sans aucun souci, mais d'accord, ça dépend de l'étiologie. Raison pour laquelle j'ai déjà parlé de ça lors de ma présentation. Il faut toujours faire l'enquête étiologique, d'accord? C'est le malade, il est en ACFA, mais qui ne reçoit pas un traitement anticoagulant. Dans ce cas, le risque de récidive ou de faire d'autres accidents emboliques, il est important chez lui, d'accord? D'accord. Maintenant, concernant la première question, oui. Concernant, Est-ce qu'il y a on fait de la kiné par la suite à ces patients? est-ce qu'il y a? Je vous entends mal, monsieur. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'on associe la kinésithérapie? Oui. La kinésithérapie, elle est systématique en Ok, post-opératoire, d'accord. Ok. d'accord? Merci. Mhm. Merci, docteur Ibrahim. Merci à vous de supprimer votre levée de main. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en attente. Si on n'a pas, je vais bien vouloir demander au professeur de nous dire quel est l'essentiel à garder, le message le plus important à garder de la communication de ce matin. Vous avez d'autres Je ne questions? sais pas si le professeur... Oui, je disais s'il n'y avait pas de questions. On arrive à la fin de cette présentation. Je remercie pour la deuxième fois le REMA d'avoir accepté ma proposition de présenter les ischémies aiguës des membres. D'accord, je suis très heureux de faire cette présentation. Et je souhaite faire d'autres présentations dans l'avenir prochain pour la population, notre médecin africain. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, professeur. Très bonne journée à vous aussi. Je vais profiter rapidement pour vous rappeler la procédure d'obtention de l'attestation, des attestations de succès pour les webinaires. Déjà, il faut savoir que tous les cours que nous faisons sont enregistrés et que c'est disponible sur notre plateforme Rema Learning. Donc, 2 heures ou 3 heures de temps après le webinaire, la révision du cours sera disponible sur cette interface-là. Et dès que cette révision est disponible, vous aurez accès à obtenir l'attestation, qui est un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir l'attestation de la formation. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Mon collègue Rosario vient d'envoyer dans la messagerie la procédure, également notre contact en cas de question ou en cas de demande éventuelle. Je ne sais pas si vous avez des préoccupations avant que nous puissions clôturer la séance de ce matin. Je n'ai pas de main levée, donc je nous souhaite à tous
et à toutes une très bonne journée, un très bon week-end. Et on se retrouve le samedi prochain pour la prise en charge de l'asthme. Et ce cours sera animé par un enseignant qui nous vient tout droit du Togo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.